Mais il faut avoir une approche multi-risque. C'est difficile à coordonner au niveau national, c'est presque impossible de le faire au niveau international et nous avons la chance d'avoir un représentant de l'ISDR parce que l'ISDR est un endroit où nous pouvons travailler ensemble et échanger des informations. Certes, il est important de tirer les enseignements du passé, mais vous savez quel est mon rêve? Je rêve d'une situation où il n'y a plus besoin d'attendre une catastrophe pour en tirer les enseignements. Une situation où on pourrait anticiper avant que la catastrophe ne se produise. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, malheureusement, il ne faut pas se sentir visé par ce que je dis, parce que c'est plutôt lié à la nature humaine. Dans la plupart des pays, bien souvent, on ne prend des mesures qu'après une grande catastrophe. Mon plaidoyer, c'est que l'on sait que l'avenir ne sera pas comme le passé à cause du changement climatique. Et il y a beaucoup de mesures que l'on peut prendre dès maintenant sans attendre que les catastrophes ne surviennent. On sait qu'il y aura plus de sécheresse. On sait qu'il faudra changer les infrastructures. Il ne faut pas investir simplement pour quelques temps, mais pour des décennies. Lorsque l'on parle des désastres liés à l'eau, souvent, dans la plupart des cas, comme on vient de l'entendre dire, il ne s'agit pas d'éléments isolés. Très généralement, en plus de l'eau, il y a quelque chose, ou bien l'eau provoque une autre catastrophe. Et donc pour moi, l'intégration, c'est aussi une question de trouver la bonne approche dans la gestion du risque de la part des gouvernements. Et peut-être, malgré ce que beaucoup croient, et là, je dois dire que moi aussi je suis coupable, lorsque l'on voit l'état actuel des choses dans la gestion des risques, même dans nos pays OCDE, qui sont souvent considérés comme à la pointe des choses, il en reste encore beaucoup à faire, énormément. Que, en même temps, les crises, les catastrophes, cela galvanise les esprits. Et l'une des raisons pour lesquelles, à l'OCDE l'an dernier, nous avons créé un forum sur le risque, qu'est-ce que c'est? Le forum sur le risque, on peut dire que c'est un forum parmi tant d'autres où les gens se rassemblent pour parler. Moi, je dirais c'est vrai dans une certaine mesure, mais il est aussi incroyable de voir quelles ont été les réactions à ce forum. Il y a eu beaucoup de pays impliqués qui ont envoyé des experts, des idées. Ce que l'on a essayé de faire, c'est ne pas simplement relier ça au gouvernement. Et ici, j'aimerais souligner pas simplement les gouvernements centraux, mais aussi les gouvernements régionaux et les autorités locales. Il faut les impliquer, sinon cela ne fonctionnera pas. Et puis, on a aussi demandé au secteur privé de participer à l'histoire. Pourquoi le secteur privé? Parce que, tout d'abord, à bien des égards, c'est le secteur privé qui est propriétaire d'une grande partie de l'infrastructure. Et le secteur privé peut en prendre une partie à sa charge. Il peut y avoir une perte de crédibilité quand le secteur public et le secteur privé ne sont pas bien coordonnés. Il y a quelque chose que M. Fauchon a abordé cet après-midi, une évaluation honnête de ce qui s'est produit. Parce que ce n'est qu'avec une évaluation honnête et transparente des événements que l'on pourra orienter les politiques de l'avenir. Ça a été vraiment impressionnant de voir que dans la gestion japonaise de la crise ont émergé certaines questions concernant la crédibilité de l'information. Pourquoi est-il si important que l'information soit critique? Parce que dans ces situations, les gens doivent pouvoir dépendre des informations parce que ce sont elles qui sont la base de la décision. Il faut donc s'assurer que la communication soit absolument correcte et crédible. Si l'on commence à jouer avec cela, le lien est rompu et il y aura toujours une rupture dans les comportements individuels. La Banque mondiale, qui est dépositaire de beaucoup d'expérience, avec M. José Luis Irigoyen. Nous voulons préparer les pays à devenir plus résilients dans la phase de post-reconstruction. Lorsque l'on voit
que maintenant 15% de notre portefeuille d'activité est lié à cette question. On voit que ça a pris beaucoup d'ampleur. Nous sommes le plus grand investisseur dans le domaine de l'eau, 26 milliards de dollars. Nous avons beaucoup augmenté ce budget, ces prêts ces dernières années. 7,5 milliards de dollars pour l'année 2011. Et nous voyons, nous investissons dans l'eau et aussi dans l'assainissement. Nous sommes heureux que l'on y ait fait référence parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'assainissement ou un assainissement vraiment médiocre, ce qui aggrave les conditions difficiles, déjà difficiles. Voici un exemple du chemin parcouru. Nous avons développé un nouvel instrument financier il y a quelques années qui est maintenant utilisé. Il a été utilisé récemment aux Philippines. C'est ce que l'on appelle la troisième option de tirage pour les catastrophes qui se produit lorsqu'une catastrophe touche un pays, après le typhon Philippines par exemple cette année. Tout d'abord, la prévention est utile, mais il faut se préparer à l'inattendu. C'est l'un des enseignements qui vient des grandes catastrophes, mais qui est aussi le fruit de la fréquence accrue des catastrophes. Si l'on a un investissement qui a un risque catastrophique, mais avec une faible probabilité, eh bien, on va choisir la solution qui sera la plus robuste. Et ça a énormément de conséquences sur l'établissement de notre programme d'investissement. Il y a aussi le contexte. Les analyses économiques traditionnelles ne tiennent pas compte de tels facteurs, souvent. On a aussi les enseignements de ce qui s'est déjà produit doivent servir de guide pour l'avenir. Mais, à mon avis, il faut se concentrer sur les actions concrètes sur le terrain et plutôt... Parfois, on pense plus à cela et on oublie de développer des plans d'utilisation des sols fondés sur les risques, les systèmes d'alerte précoce. Tout cela a montré que cela sert énormément à atténuer l'effet des catastrophes. Deuxième enseignement, très rapidement, je suis vraiment ravi que le document qui a été transmis par le Japon fasse le lien avec la croissance verte. Il nous faut des actions plus audacieuses dans la construction des villes lorsqu'on pense à la résilience, à l'adaptation, au changement climatique. L'adaptation est une question d'eau, mais pourtant je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas d'environnement propice pour aider les pays en développement à devenir plus résilients en développant le stockage de l'eau, par exemple, pour développer la résilience des investissements que nous finançons plus. Troisièmement, il faut voir quelle est la capacité institutionnelle, quel est le cadre juridique nécessaire pour mettre en œuvre des mesures plus ambitieuses, celles qui nous permettront vraiment d'avoir un effet à long terme.